Alors, nous reprenons nos travaux avec un groupe. Cette fois-ci, nous allons rencontrer la Fédération médicale étudiante du Québec, deux représentants, M. Maxime Pelletier-Lebrun, président, et Mme Félicia Harvey, vice-présidente. Alors, vous avez 10 minutes et après ça, on procède aux échanges et je vous cède immédiatement la parole. Maxence Pelletier. Donc, enchanté, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, membres de la Commission. Je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui afin de porter la voix de la relève médicale. Je me nomme Maxence Pelletier-Lebrun, étudiant en médecine et président de la Fédération médicale étudiante du Québec, la FMEQ, et je suis accompagné de Mme Félicia Harvey, notre vice-présidente. La FMEQ représente près de 5 000 étudiants en médecine issus des 4 facultés du Québec, répartis sur 11 campus. Depuis notre création, nous nous positionnons en faveur d'un système de santé publique fort, universel et accessible, et proposons des solutions pour améliorer l'accès du réseau, notamment la hausse des admissions en médecine et la formation médicale délocalisée. Plus tôt ce printemps, nous avons demandé en commission l'abandon du PL 83, qui risque de motiver le mouvement d'étudiants en médecine hors du Québec, ce qui pourrait fragiliser davantage l'accès à la première ligne. N'ayant pas de fonction syndicale, notre seul agenda aujourd'hui est de proposer une vision structurante pour le système de santé québécois où nous serons portés à travailler comme futurs professionnels. Le dépôt du PL 106 le 8 mai s'inscrit dans un contexte de négociation entre le gouvernement, la FMOQ, la FMSQ et la FMRQ. La coïncidence de ces événements a été largement commentée dans l'espace public et fragilise le dialogue nécessaire pour développer des solutions communes aux problèmes du réseau. Dans ce contexte, nous réitérons l'importance d'un débat public structurant qui s'appuie sur des données probantes et non des rapports de force. Alors que de nombreux Québécois ont difficilement accès à la première ligne, le M3S a mandaté un groupe d'experts pour élaborer une politique gouvernementale sur les soins et services de première ligne, dont le rapport a été publié en mars. Ce rapport demande entre autres de garantir l'adéquation entre la capacité du réseau et la demande générée par l'inscription. Malheureusement, le projet de loi 106 ignore cette recommandation, ainsi que la capacité du réseau à accueillir des centaines de milliers de nouvelles inscriptions sans ressources financières, humaines ou matérielles additionnelles. La pénurie d'effectifs médicaux touche le réseau au grand complet, des infirmières aux physiothérapeutes, des psychologues aux TS. Par exemple, plusieurs blocs opératoires demeurent fermés, non pas en raison d'un manque de chirurgiens, mais faute d'autres professionnels indispensables à leur fonctionnement. L'expansion de la pratique privée au Québec encourage également la création de 2 systèmes parallèles qui se font concurrence. Rappelons que dans les dernières années, le gouvernement a recouru à plusieurs mesures accélérant l'expansion du privé, telles la signature de contrats avec des CMS et la création de mini-hôpitaux privés qui contribuent aux problèmes d'accessibilité du réseau public. Les difficultés que vit présentement la première ligne ne peuvent pas être tassées de la main simplement parce qu'elles sont incommodantes. Affiler de force les Québécois à un milieu de pratique, comme le propose le PL 106, constitue une tâche impossible si l'on néglige les capacités réelles des professionnels à prendre en charge des patients. Avec le PL 106, un patient sera peut-être affilié à un milieu, mais seulement sur papier. Il ne pourra pas voir un médecin lorsqu'il en aura besoin, car celui-ci croulera sous un nombre de patients dépassant largement la capacité d'accueil de son milieu. Peut-être cela améliorera-t-il les indicateurs sur le tableau de bord du gouvernement, mais si le patient n'a pas accès à un médecin, qu'est-ce que ça change concrètement? Une clause inexplicable du projet de loi sur ce sujet prévoit qu'une personne sera désaffiliée d'un milieu de pratique si cette personne est établie en dehors du territoire du département territorial. Concrètement, cela signifie qu'un patient qui déménage de seulement quelques kilomètres, mais dans un département territorial différent, perdra son médecin de famille, ce qui est absurde. Un autre enjeu soulevé par le projet de loi est celui de la rémunération des médecins. Différentes études internationales comparent l'efficacité de modèles de rémunération à l'acte, par capitation et par salaire, et celle-ci conclut qu'il n'existe pas de système de rémunération parfait. Dans ce contexte, la rémunération mixte permet de combiner les avantages de chaque modèle. Notons que le modèle actuel intègre déjà une bonne part de capitation, ce qui remet en question la nécessité des mesures prévues au PL 106. Nous croyons qu'un modèle mixte a sa place au Québec, pourvu qu'il soit adapté à la réalité terrain et le fruit d'un dialogue entre le gouvernement et les médecins. À ce titre, la FMEQ s'inquiète grandement des implications de l'article 8 qui stipule que le ministre peut, par règlement, établir les modes de rémunération des professionnels de la santé, ce qui pourrait entraver le droit à la négociation future. La FMEQ se questionne également sur la définition de la vulnérabilité utilisée dans le projet de loi. D'abord, il importe de rappeler que les médecins utilisent déjà des codes de facturation différents pour les patients jugés vulnérables, codes qui sont discutés de manière périodique avec la FMOQ. Cette flexibilité est menacée par l'inscription des niveaux de vulnérabilité à même le projet de loi, ce qui complexifie leur modification future. Également, la séparation de patients en seulement 4 niveaux de vulnérabilité ne nous apparaît pas suffisamment granulaire pour représenter la diversité des cas qui sont vus en pratique. Il est souhaitable que la vulnérabilité soit prise en compte dans la rémunération des médecins, mais celle-ci doit refléter la réalité clinique et non une réalité aplatie à des fins de codification administrative. Les mesures prévues dans le projet de loi s'ajoutent à des contraintes de pratique déjà importantes.
Les médecins au public doivent notamment se soumettre aux PREM, aux PEM et aux AMP. À cela s'ajoutent les contrats que devront signer les étudiants et résidents en médecine du Québec prochainement si les mesures prévues dans le PL 83, maintenant la loi 10, sont appliquées. Un autre enjeu de premier plan est la charge administrative, comme la multiplication de la paperasse et des réformes organisationnelles, dont la création de Santé Québec constitue le dernier exemple. Le gouvernement reconnaît ce problème et a entrepris différentes actions pour y remédier, comme le projet de loi 68. La FMEQ applaudit ces initiatives et encourage le gouvernement à continuer dans cette voie. Le dépôt du projet de loi 106 constitue malheureusement un recul sur cet enjeu. La présente situation exige la réduction du fardeau administratif et organisationnel des médecins pour leur redonner le temps de soigner et non pas une énième couche de bureaucratie qui nuit notamment à la valorisation de la médecine de famille. Le projet de loi 106 prévoit que la rémunération des médecins soit liée à des indicateurs de performance locaux, territoriaux et nationaux, afin d'encourager les médecins à orienter leurs pratiques selon les priorités ministérielles. Puisque les médecins, à titre individuel, n'ont qu'une influence négligeable sur l'atteinte d'objectifs nationaux, nous considérons que ces derniers ne doivent pas être liés à leur rémunération. En effet, tous les médecins seraient pénalisés pour des indicateurs qui ne dépendent pas réellement d'eux. Par exemple, un médecin à Chicoutimi n'a aucun pouvoir sur la performance d'un médecin à Montréal. Le seul effet de cette mesure serait de décourager les médecins. Nous ne sommes pas opposés à l'existence d'objectifs nationaux ni d'objectifs territoriaux qui peuvent être utiles pour diriger des efforts systémiques en santé. Seulement, les liens à la rémunération est contre-productif. Au contraire, des objectifs locaux, soit des objectifs associés à un milieu de pratique, peuvent, s'ils sont clairs, mesurables et cliniquement pertinents, améliorer l'efficience du système de santé. En France, le programme Rémunération sur objectifs de santé publique s'appuie sur des objectifs liés à la prévention, à la qualité du suivi et à la pertinence des prescriptions. Au Royaume-Uni, le Quality and Outcomes Framework incite pour sa part les médecins généralistes à atteindre des cibles cliniques précises, comme la gestion de l'hypertension ou le suivi du diabète. Pour être des leviers de changement, ces objectifs doivent être centrés sur les soins et non sur des indicateurs comptables. Des initiatives similaires pourraient redonner à la prévention un rôle principal dans le système de santé. Un changement nécessaire alors que la population vieillit et que les coûts des soins créent un poids sur les finances publiques. Pour être efficace, la définition de ces objectifs doit également se faire selon un modèle de gouvernance partagée. Les acteurs sur le terrain, comme la FMOQ, la FMSQ et les DRMG, doivent être pleinement impliqués dans la sélection des objectifs et des indicateurs utilisés pour les mesurer. Autrement, ceux-ci seront déconnectés de la pratique clinique. Si une rémunération est associée à la réalisation de ces objectifs locaux, celle-ci devrait prendre la forme d'une prime à la performance individuelle et non d'une sanction collective. Des objectifs qui ne respectent pas les critères précédents risquent de créer une vision tunnel où l'atteinte d'indicateurs accapare l'attention du médecin au détriment de la santé globale du patient. Il existe également un risque que la multiplication d'objectifs s'accompagne d'une multiplication de paperasses et de mécanismes pour vérifier l'imputabilité des médecins. Il ne faut pas que le médecin passe plus de temps à prouver qu'il a atteint un objectif qu'il en passe à gérer concrètement la situation médicale qui est associée. Au-delà de ces particularités, la FMEQ s'inquiète grandement quant aux répercussions que pourra avoir le PL 106 sur l'enseignement médical. Une part essentielle du travail des médecins consiste à former la relève, que ce soit au niveau préclinique, par l'enseignement universitaire ou en contexte clinique auprès des externes et des résidents. Ces activités constituent un socle fondamental pour assurer une relève compétente et bien formée pour répondre aux besoins de la population. Or, ces tâches pédagogiques sont absentes des calculs liés au nombre de jours travaillés dans le cadre de la facturation. Elles ne sont pas reconnues à leur juste valeur dans les mécanismes de reddition de comptes ou de responsabilisation proposés dans la réforme. Si le gouvernement ne reconnaît pas explicitement l'importance de ces activités, il y a un risque réel qu'elles deviennent les premières à être délaissées par les médecins, faute de temps et de ressources. Comme le ministre, nous partageons la volonté d'améliorer l'accès aux soins pour la population québécoise, mais nous considérons que sous sa forme actuelle, il n'améliorera pas réellement le système de santé québécois. L'accessibilité à la première ligne ne doit pas reposer sur la seule responsabilité des médecins, ni sur des délais qui suivent des échéanciers électoraux. Les solutions proposées par le projet de loi 106 ne s'attaquent pas aux racines profondes des problèmes du réseau, soit le sous-financement chronique, la pénurie de personnel, l'expansion du privé, la lourdeur administrative et la vétusté des infrastructures. En soi, il n'y a rien de mal à vouloir que le système atteigne des cibles. Seulement, ces objectifs ne pourront être atteints que si l'on crée les conditions sur le terrain permettant de les réaliser. Merci. C'est terminé? Oui. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le ministre. J'ai toujours beaucoup d'appréciation pour vos présences dans
commission parlementaire, parce que vous n'avez pas juste ça à faire. Hein? Et à chaque fois, je pense qu'il y a un travail qui est rigoureux de votre part. C'est vraiment pas la première fois que vous venez. Là. Je ne peux pas savoir combien de fois, mais merci beaucoup d'être là. C'est ce que je voulais vous dire pour commencer, à tous les deux. Juste sur votre dernier commentaire, je vais commencer par la fin, parce que j'ai pris quelques notes. Vous dites que le projet de loi 106 ne réglera pas tous les problèmes. C'est vraiment pas ça l'objectif. Parce que c'est pour ça qu'on a fait un plan santé il y a 3 ans, puis on a mis une 50aine de recommandations, puis on les fait une par une. Je pense que le projet de loi ici, l'objectif, c'est de travailler sur la rémunération, point. Quand vous parlez d'infrastructure, quand vous parlez de système informatique, quand vous parlez de toutes les autres choses qu'on a faites en parallèle, améliorer la santé publique, etc., c'est toutes des choses qu'on a déjà fait, commencer. Mais je veux juste dire qu'on est d'accord que le projet de loi 106 n'est pas là pour régler tous les autres problèmes. Je veux juste faire cette précision-là. Maintenant, une chose qui est très intéressante, puis je dirais, de votre côté, puis je vais faire un parallèle avec ce qu'on discutait tout à l'heure avec le docteur Godreau du Collège. Puis vous étiez en salle tout à l'heure quand on discutait de ça. Je pense que où on s'entend moins, parce que c'est sûr, qu'est-ce qu'on veut dire par résultat ou qu'est-ce qu'on veut dire par performance, puis lier une partie de la rémunération. Parce que quand vous me donnez les exemples un peu plus tôt dans votre présentation, que vous me parlez de l'Angleterre, etc., bien, nous, on est allé voir ces modèles-là. Puis on a bien vu, justement, qu'il y avait des indicateurs qui étaient faits, puis qui étaient liés à la rémunération. Des fois, c'est 10, 15, 20 mais il y a une partie de la rémunération des médecins dans plusieurs de ces pays-là européens qui sont liés à la performance. Bon, maintenant, où je pense que le terme est galvaudé en termes du mot « performance », c'est que c'est souvent relié à quelque chose qui est beaucoup plus économique. Tantôt, vous avez dit comptable. Je pense que je comprends ce que vous voulez dire quand on parle d'objectifs financiers. Mais lorsqu'on parle... Puis tout à l'heure, on aura la chance d'avoir justement le groupe de Mylène Breton qui va venir, là, le groupe d'experts qu'on a engagé. Puis ils ont mis 6 ou 7 indicateurs avec lesquels ils sont d'accord. Fait que je pense qu'il faut trouver dans les prochaines semaines, puis moi, si vous voulez, je ne sais pas aujourd'hui si on a le temps, parce que, encore une fois, je le dis, c'est pas long, 17 minutes, là, mais d'être capable de trouver cet arrangement-là où quels sont les indicateurs qui sont faits, exemple, dans d'autres pays, qui mesurent la qualité, qui mesurent l'accès aux patients, qui vont faire qu'avec des experts comme on a engagés, puis c'est pas pour rien qu'on les a engagés, c'est pour être capable de nous dire qu'est-ce qui se faisait ailleurs, puis comment on peut travailler ensemble. Fait que c'est là que je dis, quand on dit basé sur la performance, c'est là, je pense qu'on erre un peu, puis c'est correct, c'est ça qu'on devrait préciser. Fait que je voulais juste vous dire ça, parce que j'entends que vous n'êtes pas contre ce qui se fait ailleurs, puis surtout si c'est des objectifs qui sont liés, par exemple, à la qualité. Fait que ça, c'est un élément. Vous avez parlé aussi puis je me mets là à votre place, vous vous préparez à rentrer en profession, puis on est très content. Vous avez dit, est-ce qu'il y a d'autres efforts qui peuvent être faits? On a quand même augmenté, puis vous faites partie de ces cohortes-là maintenant, le nombre de patients, puis le nombre de médecins, pardon, qui sont formés à chaque année. Il y a quelques années, c'était 800. On est rendu à 1100 patients qu'on forme à chaque année dans nos 4 grandes facultés de médecine. Ça, je pense que ça en est une chose qu'on a fait. Puis, c'est la première fois, je pense, qu'on a autant de médecins qui sont acceptés en médecine familiale. Ça, c'est quand même quelque chose. Alors, je veux juste dire qu'il faut prendre la mesure de tout ce qui est en train d'être fait. Ça ne va peut-être pas à la vitesse qu'on voudrait, mais je voulais juste vous mentionner. Maintenant, sur vos autres points, puis j'en ai un qui me... Vous avez dit tout à l'heure, puis je veux juste... On pourra le discuter un peu plus à fond. Vous avez dit, bien, on n'aime pas la question que quelqu'un qui serait dans une région pourrait être obligé de changer sa région parce qu'il perdrait son médecin de famille ou tout ça. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus, là, puis peut-être que mon collègue aura la chance de vous reposer la question aussi. Mais je veux juste qu'on précise une chose. Puis peut-être que le projet de loi doit être précisé, puis on le précisera au besoin, mais il y a 2 choses. Puis je veux que les Québécois l'entendent, parce que vous avez soulevé ce point-là, puis ça, je pense que ça a fait beaucoup jaser, puis des fois, c'est important de corriger les faits. Ceux qui ont un médecin de famille en ce moment,
ceux qui ont un médecin de famille, là, qui en ont un, des 6 millions de chanceux qui en ont un, là, ils vont le garder, peu importe ce qui arrive. Puis ça, je veux juste être clair là-dessus, très, très clair là-dessus. Il y a un article spécifique qui dit que ceux qui ont un médecin de famille vont le garder. Fait que, bon. Deuxièmement, tous ceux qu'on va emmener, qui vont être pris en prise en charge collective, hein, parce que c'est ça qui est l'objectif, puis d'être reliés à un médecin ou à un milieu de soins, eux, on leur dit, on peut, si jamais vous êtes à un endroit au moment où la RLS ou la GMF vous prend en charge, vous allez être identifié à un groupe, clairement, parce que le rapport d'experts nous a dit que ce n'est pas juste l'accès qui est important, c'est la continuité. C'est de toujours faire affaire à la même place pour être capable de s'habituer au personnel, parce que ce n'est pas toujours le médecin qui peut vous servir. On dit qu'il faut répartir ça entre les différents professionnels. Donc, si quelqu'un déménage l'autre bord de la rue puis que ce n'est plus la même région, ça va devenir son choix de rester dans son ancienne région ou d'aller prendre un autre. Alors, ça aussi, il faut clarifier ça. Moi, ce que je comprends de la lecture, que plusieurs personnes m'ont dit, puis j'ai dit oui, on est d'accord avec ça, ça devrait être le choix, puis on va le préciser par règlement. Alors, je veux juste dire, il faut faire attention, parce que je veux pas... Les Québécois là, sont déjà assez inquiets par leur système de santé pour toutes sortes de raisons. Je voudrais juste qu'on dise les vraies choses. Donc, ceux qui en ont un, ils vont le garder. Ceux qui n'en ont pas, on va les identifier à un milieu de soins avec un médecin puis ce qu'on appelle une prise en charge collective. Et si jamais ils déménagent puis ils veulent le garder, ils vont pouvoir le garder. Alors donc, juste qu'on se comprenne bien là-dessus, puis je suis content que vous ayez soulevé ça, parce que si c'est pas clair, on va le clarifier. Puis c'est ça que ça sert un projet de loi. Je voulais juste vous entendre. Plus un enjeu de clarté que des faits qui ne sont pas bons ici, parce qu'il est clairement dit dans le projet de loi, une personne est désaffiliée d'un milieu de pratique dans les cas suivants, puis il dit cette personne s'est établie en dehors du territoire du département territorial de médecine familiale. Donc, c'est pas votre intention, je comprends. Là, lisez la fin de l'article 4 jusqu'en bas, là, puis ça dit qu'on peut le faire par voie de règlement pour faire ça. Alors, donc, ce que je vous dis, c'est que si c'est pas dans la loi, parce que si on faisait la loi au complet, puis on faisait tous les règlements, là, ça serait épais comme ça. Alors ça, sur ce point-là, pour la nouvelle affiliation, ceux qui n'ont pas un médecin de famille, en ce moment, ils n'en ont pas, là. On dit, vous allez être affilié à une GMF, puis si jamais vous déménagez puis que vous ne voulez pas changer, ça sera votre choix de demander. On pourra faire des mécanismes de transition. Je vais vous donner un exemple. Un des problèmes qu'on a, là, c'est sa grande île de Montréal. En ce moment, là, il y a bien des gens qui viennent de Laval ou qui viennent de Montérégie, j'en connais, moi, j'en ai beaucoup dans mon comté, là. Leur médecin de famille, il est à Montréal. Parce qu'ils viennent travailler à Montréal, puis ils voient leur médecin de famille à Montréal. Ça, c'est la réalité de beaucoup de monde. Bien, c'est sûr que la journée qu'on dit qu'on veut 100 % de la population de plus, donc 15 % de la population de plus pour atteindre 15 %, il y a peut-être des GMF à Montréal qui vont dire, écoutez, moi, le bouchon, il est plein, là. Puis je l'ai entendu de gens qui m'ont dit ça, là. On se comprend? Il va falloir avoir un mécanisme de transition pour dire, bien là, on vous prend, mais voici comment on peut faire cette transition-là. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, parce que quel est ce qu'on vise? Ceux qui sont déjà un médecin, on ne bouge pas. Ça reste pareil. Ceux qu'on prend par affiliation, il va falloir trouver un mécanisme de transition. Puis je voulais juste être certain que les Québécois qui nous écoutent, là, ils entendent ça aujourd'hui. J'aimerais juste ajouter une clarification. Là, au début de votre commentaire, là, vous avez dit que c'est une des mesures. Là. Vous nous aviez dit aussi la même chose là, pour le projet de loi 83. Puis on reconnaît qu'il n'y a pas une mesure qui va tout changer au système de santé. Mais vous avez, dans le ton puis dans ce qu'on a entendu dans les dernières semaines, on parlait quand même de clé de voûte. On parlait de projet de loi qui se faisait attendre depuis 23 ans. On a entendu des termes sévères pour les médecins comme médecins paresseux. Donc, on est content, puis on reconnaît que... Je ne suis pas sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était paresseux de la part du gouvernement. Ça a été dit par d'autres personnes, mais pas par des gens du gouvernement. Non, mais je parle du contexte médiatique. Oui, c'est ce contexte médiatique-là qui inquiète là, aussi les étudiants, puis notamment pour la médecine de famille, là, pour être constant dans les efforts que votre ministère fait également pour la valorisation de la médecine de famille. Des discours comme ça inquiète les étudiants. Parce que ce qui est intéressant, puis j'apprécie que vous reveniez là-dessus, le monde reconnaît, puis vous reconnaissez
qu'on en a fait des efforts depuis plusieurs années pour valoriser la médecine familiale. Puis je suis tannant parce que quand vous me demandez d'en parler, je peux vous donner des foules d'exemples de ce qu'on a fait pour éliminer la paperasse, puis le GAMEF, puis etc. Donc, moi, je ne regarde pas en arrière, je regarde en avant, puis je vous dis, ça, là, on va s'en occuper. On va s'occuper de ce qu'on a à faire. Maintenant, comme le dit le Dr Gaudreault, faut faire, les deux doivent faire leur part. Je veux juste revenir parce que je ne sais pas comment il me reste de temps. 6 minutes. Bon, c'est beaucoup quand même. Je veux revenir sur la question informatique. Parce qu'on parle souvent des infrastructures, des hôpitaux, la bâtisse. Et vous êtes des jeunes médecins, puis je suis certain que toute la question TI, on en a déjà parlé ensemble, d'ailleurs, dans diverses rencontres qu'on a eues. Moi, je vous demanderais de parler à vos collègues à la FMSQ pour s'assurer qu'ils ne débarquent pas du projet du DSN. Parce que ce que j'ai entendu ce matin, là, la vidéo que j'ai vue, là, où ils recommandent à leurs médecins de ne plus travailler sur le projet de DSN, là, je voudrais juste qu'ils comprennent l'impact que ça a. Là. D'un côté, on ne peut pas demander au gouvernement de dire « donnez-nous des outils pour qu'on soit plus efficace ». On investit des centaines de millions de dollars en ce moment dans un projet de transformation informatique pour que tout le monde puisse avoir ses données sur son téléphone, d'être capable d'aller d'un hôpital à l'autre, de ne pas avoir à traîner son dossier en dessous ou demander au médecin. On est en train de faire ça dans 2 projets vitrines au Québec. Puis là, je ne sais pas si c'est vrai ce que j'ai vu ce matin, là, mais le docteur Oliva recommande à ses membres de se sortir du projet DSN. Fait que moi, je voudrais juste vous dire, si c'est vrai ce qui a été dit, là, ce serait peut-être bon que des jeunes médecins comme vous, en devenir, là, puissent dire clairement, on a besoin de ces outils-là au cours des prochaines années, là, parce que c'est ça qu'on est en train de faire, là. Passer de l'âge de pierre à l'âge de l'informatique avec des projets majeurs, ça, c'est majeur ce qu'on est en train de faire en informatique pour que vous ayez des outils pour mieux soigner les gens. Puis là, pour des raisons de négo, pour des raisons de pression, on dit on va se retirer de ça en ce moment. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans le discours, là. Nous, la FMEQ, évidemment, on collabore avec la FMSQ autant qu'on collabore avec vous. On ne va pas se positionner là, sur les propos de la FMSQ. Okay. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, évidemment, on travaille avec le gouvernement là, pour la mise en place de systèmes comme ça parce que travaillant en stage dans le réseau, là, on peut dire que c'est plus que nécessaire. Là. Quand on parle d'objectifs et de performance, là, quand il faut ouvrir un logiciel pour voir les images, un autre pour voir les laboratoires, un autre pour voir les antécédents, c'est difficile d'être performant, là. Donc, on est d'accord, mais on est d'accord je voulais que les juste le travaux doivent mentionner continuer. parce que je veux que les Québécois comprennent. Puis, c'est tellement majeur ce qu'on est en train de faire. Puis, en plus, on est à quelques mois d'arriver. Moi, je ne voudrais pas arriver dans 2 mois, comme c'est arrivé dans d'autres projets informatiques. Puis là, on a mis Santé Québec, on a mis des gens responsables, des collègues de Mme Poupard qui est derrière, là, pour être capable de faire arriver ces projets-là. Enfin, ces projets sont arrivés. On doit avoir la première implantation au centre du Québec au mois de novembre, je crois. C'est là. C'est pas le temps d'arrêter ça puis de dire, bien là, on ne travaille plus là-dessus. Fait que je voulais juste le mentionner. J'arrive avec un autre point. Il me reste combien de temps, Monsieur le Président? Il vous reste 2 minutes. Bon. Sur la question de la paperasse, sur la question des prêmes, ça, je sais que ça vous préoccupe. J'aimerais ça que vous entendiez directement de personnes qui vous parlent que, malheureusement, dans le processus de négociation en ce moment, puis je ne parlerai pas de négociation, il faut faire attention pour pas que le député de Rosemont me le reproche. Nous, on s'est fait demander par vous de simplifier les prêmes. On se fait demander ça, ça fait longtemps, là. On a fait un groupe de travail avec les DRMG, avec la FMOQ. On a fait un rapport qui simplifie les prêmes, qui pourrait être applicable au mois de septembre. Majeur, là. C'est majeur, c'est une de vos demandes majeures. Bien, en ce moment, pas de réponse. Parce que les gens nous disent, attendez qu'on ait fini de négocier, puis on signera. Je m'excuse de le soulever aussi clairement, mais moi, je m'étais engagé pour que les prêmes du mois de septembre de cette année puissent être simplifiés pour être capable de faire ça. OK? Alors, donc, je veux juste que vous entendiez, là, je sais que le député n'aime pas ça devant moi, là, mais c'est ça la réalité.
Alors donc, moi, ce que je veux juste être certain, c'est que vous sachiez de ma part que ce rapport-là, il est prêt. Il fait des recommandations très claires de simplifier les PREM pour avoir encore plus de valorisation de la médecine familiale. Ce que vous m'avez demandé, ce que vous nous avez demandé, il y a eu un groupe d'experts qui l'a fait, qui est arrivé à des conclusions que voici tout ce qu'on devrait faire. Puis là, zip, pas de réponse de la part de la FMOQ. Je peux peut-être rapidement juste dire qu'on n'est pas sur ce groupe-là, mais il y a quand même certains enjeux avec les PREM, notamment qu'on peut juste appliquer à 2 sous-régions, ce qui est un peu ridicule si on veut appliquer dans le Grand Saguenay, puis peut-être que Jonquière nous conviendrait autant qu'Alma. C'est pour ça qu'on veut simplifier les règles. On s'entend. Mais je crois qu'il y a quand même des enjeux aussi spécifiques au projet de loi par rapport à la région. Je nommé mon petit patelin. Donc, moi, je viens de Saint-Roch-des-Aunèves, donc pas loin de où vient le ministre, à Saint-Jean-Port-Joli. Mon Dieu, c'est à côté de Saint-Jean-Port-Joli. Je sais, mais vous savez ce que c'est en région. Techniquement, on est en Chaudière-Appalaches, à côté de la Pocatière. Beaucoup de personnes qui vont avoir une clinique à la Pocatière qui a un département régional différent. Donc, des fois, c'est ça la réalité des régions, c'est que peut-être que le milieu qui nous correspond le plus, duquel on est le plus proche, c'est pas celui qui est charté par une frontière invisible, par les départements territoriaux. Ce qui est inséré dans le projet de loi, c'est qu'on va être affilié à notre département, alors qu'en réalité, la pratique, c'est que des fois, ton médecin qui serait le plus proche puis avec qui tu as été affilié depuis longtemps, ou bien le milieu de pratique, c'est un milieu qui serait plus proche géographiquement et non selon les régions. Donc, on est encore en train d'être plus dans une... La simplification des PREM va en tenir compte, mais on pourra y revenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le député de Pontiac, la suite vous appartient. Petit guide pour les gens qui nous écoutent. À chaque fois que le ministre dit « on ne fera pas de négociation sur la place publique », il fait de la négociation sur la place publique. Merci d'être là. Merci de vos commentaires. Le ministre a passé beaucoup de temps là, à essayer de vous convaincre de quelque chose par rapport à justement les départements territoriaux de médecine familiale là, que vous avez abordé là, encore une fois à la toute fin. Là. Donc, votre lecture du projet de loi à vous, là, votre interprétation, là, c'est que si quelqu'un est affilié à un milieu de pratique à Québec, qu'il déménage dans Chaudière-Appalaches, c'est qu'il ne pourra plus aller à cette clinique-là. C'est ça? Du point, ce qui est dans le projet de loi en ce moment, on n'a pas encore les règlements, donc on ne peut pas se positionner sur des règlements qui n'existaient pas pour l'instant. Oui, mais c'est ça qu'il y a dans le projet de loi. Oui. Ouais, très bien. Mais faites attention, le ministre va vous dire qu'il fait de la désinformation. OK. Je veux... Pardon? C'est ça. On s'en tient à ça. OK. Alors là, commençons par la fin de votre projet de loi. Je vous cite, là. Les objectifs qui ne respectent pas les critères précédents risquent de créer une vision tunnel où l'atteinte d'indicateurs accapare l'attention du médecin au détriment de la santé globale du patient. Donc, vous êtes un peu, si je vous comprends bien, là, à la même place que le collège qui était ici précédemment et qui disait essentiellement il y a un risque pour le patient. Là. Il y a un risque qu'on aille trop vite. Il y a un risque qu'on veuille les voir trop rapidement. Il y a un risque qu'on manque des diagnostics parce qu'on veut aller vite. Il y a un risque que le patient n'ait pas toujours le suivi nécessaire, qu'il n'ait pas le temps de dire ce qu'il a à nous dire, un patient plus vulnérable, par exemple. Est-ce qu'elle est là, votre préoccupation principale, c'est-à-dire que la qualité des soins pourrait être affectée? Oui, exactement. Là, on rejoint le CMQ à ce niveau-là. On a peur que des objectifs là, de performance comptable, peu importe le mot, là, mais qui favorisent une quantité versus une qualité. C'est pour ça que dans notre mémoire, pour essayer de faire du chemin puis de travailler en collaboration, on parle plus d'objectifs qui pourraient être liés à la prévention. Par exemple, prendre des statistiques sur le dépistage de cancer du sein, sur la vaccination, des points comme ça pour valoriser la prévention qu'on sait qui est souvent laissé de côté là, quand on fait des coupes budgétaires. Mais pour les objectifs qui seraient de performance, de quantité, de forcer des médecins à travailler plus de jours par semaine, ça, on pense que ça pourrait amener des risques là, pour la santé des patients. Puis, le collège parlait dans la métaphore des pièces détachées de voitures. Ouais. Je pousserais la métaphore, puis je dis on n'a pas envie de devenir une chaîne de montage Toyota où on voit un patient chaque 10 minutes, puis qu'il n'y a pas d'adaptation qui est faite sur chaque patient. On parle des patients vulnérables dans le projet de loi. Les patients vulnérables, ça prend du temps parce qu'ils ont peut-être une comorbidité psychologique, ils ont quelqu'un dans la famille qui est mort, puis on a envie d'avoir cette relation de confiance-là parce qu'on les voit pendant 40, 50 ans. C'est des choses qui prennent du temps. On ne peut pas juste gérer quelqu'un qui est dans son deuil pendant 5 minutes, donner une boîte de mouchoirs, puis passer au prochain patient. Il y a quelque chose de fondamental
fondamentalement humaniste à la médecine. Puis ce qu'on craint, c'est si on désaxe nos objectifs de cette vision-là de la médecine, bien, on va perdre quelque chose qui n'est peut-être pas quantifiable, qui n'est peut-être pas indicable sur un tableau de bord, mais qui fait aussi la beauté de la pratique médicale. C'est-à-dire de pouvoir s'occuper de son patient, de lui donner toute l'attention, tous les soins, toute l'écoute qu'il a besoin. Oui, Exact. puis laisser l'autonomie aussi professionnelle du médecin de juger du temps qu'il a besoin avec le patient, là. Je pense qu'on a les outils pour décider du temps qu'on passe avec le patient. Puis quand on met des objectifs comme ça, c'est qu'on met un même moule pour tout le monde. Ouais. Mais vous n'êtes pas foncièrement sur le mode de rémunération, là, c'est-à-dire de passer d'une mode de rémunération qui est plus axée sur l'acte à un mode peut-être mixte ou avec plus de capitation. Ça, est-ce que vous avez une objection à la base là-dessus? On croit que c'est quelque chose qui peut être discuté. Il existe plusieurs modèles à l'international. Peut-être pas dans le contexte d'un projet de loi, il y a des négos en cours aussi. Ouais. Quelque chose qui nous dérange un peu, c'est la définition de la vulnérabilité qui est faite pour la capitation, parce que c'est charté à même le projet de loi, alors que normalement, c'est fait de façon extrajudiciaire. Ça fait qu'on n'a pas de flexibilité dans le futur pour modifier ces critères de vulnérabilité-là. Puis aussi de réduire toute la diversité de la pratique clinique que je décrivais tantôt en seulement 4 critères, ça nous semble un peu réducteur. Dans le projet de loi en ce moment, ça veut dire qu'un patient à la santé flambante, 25 ans, est aussi vulnérable qu'un nouveau-né. Ceux qui sont parents parmi vous savent qu'un nouveau-né, ça tombe malade assez souvent. Ça ne semble pas nécessairement refléter la réalité clinique. Et il faut dire que la RAMQ a accès à tous les codes diagnostiques de toute façon. Donc, il y aurait la possibilité d'avoir quelque chose qui est plus nuancé que seulement 4 pastilles de couleur pour essayer de décrire toute la vie en santé d'un patient. Donc, je vous le confirme, mes enfants allaient pas mal plus souvent voir le médecin quand ils étaient nouveau-nés que moi à 25 ans, effectivement. Vous dites, encore une fois, là, je suis à la toute fin de votre mémoire, là, il existe également un risque que la multiplication d'objectifs s'accompagne d'une multiplication de paperasse et de mécanismes pour vérifier l'imputabilité des médecins. Donc, vous êtes en train de nous dire, là, vous allez défaire tout ce que tout le monde a essayé de faire en disant qu'il faut réduire la charge administrative ou la charge de paperasse des médecins. Non seulement, le médecin qui était ici ce matin nous disait déjà, je passe 4 jours par mois à faire de la paperasse. Hein. Là, vous dites, ça risque d'en amener davantage. Exactement, c'est notre crainte, là. C'est rajouter une couche de bureaucratie, de prouver est-ce que j'ai atteint mes objectifs, puis de rajouter des étapes au final de paperasse pour vérifier l'imputabilité, alors qu'on veut que les médecins passent plus de temps dans les soins. OK. Je regarde vos recommandations à la fin. Hein. Retirer la rémunération liée aux objectifs nationaux et territoriaux. Retirer la notion d'affiliation obligatoire à un milieu de soins. Retirer la définition explicite des niveaux de vulnérabilité, on vient d'en parler. Abroger l'article 8 afin de garantir le droit de négociation. Et à travers tout ça, là, il y en a un paquet d'autres, hein, des recommandations. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'on devrait retirer le projet de loi? On est en train d'essayer de trouver des manières d'amener des propositions constructives au projet de loi. On l'a vu avec le projet de loi 83, on a demandé un retrait, le gouvernement a décidé de continuer. Donc, notre approche cette fois-ci, c'est d'essayer d'apporter des recommandations qui pourraient diminuer les impacts négatifs sur la population. en santé, parfois, on parle de réduction des méfaits. Je crois que le terme serait indiqué ici aussi. Parlant de réduction des méfaits, là, qu'est-ce que... Vous l'avez apporté là, dans votre exposé, là, lier la rémunération, disons, d'un médecin à Gatineau avec le nombre de patients, par exemple, qu'un médecin à Gaspé peut réussir à avoir. C'est un enjeu, mais quand vous dites ça, il y a aussi l'objectif gouvernemental ou la responsabilité gouvernementale derrière tout ça. Là. Lier la responsabilité ou lier la rémunération d'un médecin à Gaspé au fait que le gouvernement est incapable de donner des salles d'opération à Gatineau, c'est pas bien mieux non plus. Là. Donc, si je vous comprends bien, là, dans l'ensemble de votre propos, il me semble qu'il y a aussi une partie que le gouvernement doit faire. Oui, exactement. On est, comme on dit, on n'est pas contre avoir des objectifs. Il faut avoir un plan, il faut savoir où on s'en va. Donc ça, on reconnaît l'importance de ça. Mais quand on met des objectifs, il faut mettre des ressources qui vont avec. Si on ajoute une nouvelle classe dans une école, on peut s'attendre à ce que l'école prenne plus d'étudiants. Mais si les classes sont déjà toutes pleines, on ne rajoute pas de classe, puis on dit augmenter de 50 votre prise en, pas votre prise en charge, mais le nombre d'étudiants dans l'école, ça ne fonctionne pas. Donc, on est
on peut se fixer des objectifs, mais nous, on veut voir des ressources sur le terrain, on veut voir des professionnels à qui on a plus accès, puis toutes les autres mesures qui ont été nommées ce matin, puis qui sont dans plein de rapports d'experts, mais de déposer un projet de loi qui parle d'avoir des objectifs, mais qui parle d'aucune ressource qui sont proposées avec, on trouve que ça ne fonctionnera pas. Dernière chose. Vous avez une longue liste de recommandations. Vous vous attardez à plusieurs des enjeux spécifiques soulevés par le projet de loi ou des articles du projet de loi. Puis vous ne m'aimerez peut-être pas parce que c'est une question ouverte, là, mais c'est quoi votre plus grande préoccupation par rapport au projet de loi? Notre plus grande préoccupation, c'est l'enseignement, là. Je cite le ministre ce matin, il a dit « J'ai beaucoup de respect pour ceux qui font de l'enseignement, mais le Québécois, de quoi a-t-il besoin? C'est la prise en charge. » L'enseignement, c'est ce qui fait les médecins de demain. Les Québécois ont besoin d'étudier en médecine s'ils veulent des médecins demain et après-demain. Donc, nous, ce qui nous inquiète, c'est que l'enseignement fait par les médecins, que ce soit au préclinique ou dans tous nos stages cliniques, n'est pas pris en considération quand on parle de performance, n'est pas pris en compte quand on parle de facturation à l'acte. Puis nous, on demande que ça soit fait parce que sinon, ça risque d'être la première tâche que les médecins vont laisser tomber pour essayer de répondre à des objectifs. Puis les étudiants n'auront plus de formation. Puis le ministre parlait de la hausse des admissions en médecine, ce qu'on reconnaît qui est une bonne chose si on veut augmenter les effectifs médicaux, mais ça doit aussi s'amener de ressources. Si l'enseignement diminue, on n'aura pas des médecins prêts demain matin. Très bien. Je vous rejoins là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le député de Rosemont. Bonjour. Rebonjour. Il y était un temps où on se voyait une fois par année dans votre visite. Il me semble que je vous vois aux 3 mois. C'est pas que c'est désagréable, au contraire, mais je me mets dans votre peau. Là. Ça brasse beaucoup en santé, là, dans le réseau. T'sais, juste avec vous, il y a eu PL15, PL83, PL106, puis j'en oublie probablement le PL11 et d'autres. Là. Quel est le moral des troupes de vos membres en ce moment, dans tous ces chambardements et ces craintes, ces doutes, les répercussions des changements que l'on vit en ce moment ou qu'on essaie d'implanter, là, parce que c'est deux choses. Là. Quel est le moral des troupes chez vous? Mais je crois qu'il est moins bon qu'il était il y a quelques années de ça, malheureusement. Je crois qu'il y en a beaucoup qui commencent la médecine un peu avec la vision que j'écrivais tantôt, peut-être un peu trop idéaliste, rose bonbon, mais de vouloir soigner puis de penser que ça va être central dans la pratique. Malheureusement, il y a comme des couches et des couches de bureaucratie, d'administration, de paperasse, puis pas juste le présent gouvernement, ça date quand même de longtemps, qui se rajoutent, puis de plus en plus, c'est relégué au second plan. Puis avec un discours qui est malheureusement négatif, on parlait de la valorisation de la médecine familiale. Tous les deux, ça fait 3 ans qu'on est sur la table de valorisation de la médecine familiale, qu'on essaie de pousser pour faire des efforts. J'ai animé des webinaires, j'en ai fait des rencontres pour parler de la région, mais on dirait qu'on fait ces efforts-là, mais après ça, on fait un pas en arrière, puis on a des mesures plus coercitives, puis on dirait qu'on perd un peu de vision, c'est quoi qui est important dans tout ça. Il y a aussi tout l'enjeu des départs vers les autres provinces qu'on a nommées avec le PL83, que le monde se dise, est-ce que j'ai vraiment envie de pratiquer au Québec alors qu'on est la législation au Canada qui est la plus restrictive dans ces mesures? Puis il y a aussi l'enjeu qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui commencent leur résidence qui viennent des autres provinces. Est-ce que vraiment l'environnement actuel leur donne envie de venir? On n'est pas un employeur de choix ou on n'est pas autant un employeur de choix qu'on pourrait l'être. C'est sûr que le moral des troupes n'est pas à son meilleur à ce moment. Là. OK. Pour parler avec pas mal de médecins, là, c'est ma job. Là. Dans le cadre de ma job, j'entends, je parle avec des médecins, là, pas de façon personnelle. Là. Les jeunes médecins, moi, il y a un truc que je remarque, c'est qu'ils sont beaucoup plus branchés sur la prévention, notamment en raison des changements climatiques. On ne peut pas nécessairement demander à des médecins seniors d'avoir les mêmes préoccupations, puis c'est correct. Moi, je regarde ce projet de loi-là, puis je considère ce que les médecins me disent. Je me dis, on est déjà pas mal faible au Québec en termes de prévention. On est très curatif, on est très hospitalo-centriste, mais on est mauvais en prévention. Qu'est-ce qui va vous rester comme temps pour faire de la prévention si on vous fait si on vous demande de passer les patients à la moulinette un par un aux 10 minutes sans faire de suivi? Qu'est-ce qui va rester comme temps pour la prévention? Oui, c'est une de nos craintes. En début mai, on a présenté 2 mémoires à l'Assemblée nationale. On vous a rencontré justement là où on parlait de prévention, qu'on voyait ça comme une manière aussi de rééquilibrer le système de santé. Là. On veut beaucoup gérer l'offre, mais une autre manière de rééquilibrer, c'est de diminuer la demande. Puis avec une population qui vieillit, une manière de s'assurer d'avoir moins de travail demain,
c'est rare que des travailleurs vont demander ça, mais c'est de faire de la prévention maintenant pour s'assurer d'avoir une population en santé. C'est pour ça qu'on espérait, avec nos recommandations, là, que les objectifs soient liés à la prévention pour que ça puisse permettre de le remettre de l'avant. On ne pense pas que c'était dans l'idée du législateur au départ, mais on le présente quand même parce que si on n'encourage pas la prévention, on va juste se ramasser en quelques années avec encore plus de travail puis plus de maladies qu'on aurait pu mieux gérer dès le départ. Oui, je suis De d'accord. votre réponse. Alors, Monsieur le député des Îles, vous complétez? Merci, Monsieur le Président. Toujours un plaisir de vous revoir. Votre mémoire est fort intéressant, votre prestation et vos réponses sont solides. J'aimerais faire un peu de pouce sur la question de mon prédécesseur, parce que vous vous dirigez tous deux vers la médecine familiale, si je comprends bien. Vous avez parlé du moral des troupes. Comment ça se traduit? Est-ce que vous avez des rencontres, des sites web un peu comme on voyait là, pour les médecins actuellement? Est-ce qu'il y a un genre de mobilisation ou d'échange? Est-ce qu'il y a un lieu où vous pouvez ventiler un peu puis discuter de tout ça puis voir comment on réagit face à ce qu'on a appelé le dénigrement gouvernemental envers la profession? Oui, bien, la FMEQ, c'est une fédération, là, donc on représente 4 associations étudiantes des 4 universités. On a, nous, des conseils là, où on parle avec les associations qui, eux, nous rapportent aussi ce que nos membres individuels craignent et ont comme préoccupation. On a beaucoup, nos membres nous écrivent beaucoup aussi. Il y a quelques semaines, on a fait là, un webinaire sur le projet de loi 83 et quelles seraient les conséquences s'ils étaient appliqués. Donc, ça se traduit par des gens qui veulent comprendre pourquoi la médecine est toujours... Les médecins sont attaqués et sont comme utilisés en bouc émissaire, alors que les gens sont rentrés en médecine pour soigner, pour traiter les gens. C'est des étudiants qui sont performants, qui ont travaillé fort pour rentrer en médecine. Ils n'ont pas comme but d'aller faire du 3 jours semaine au privé, là. Donc, ils n'aiment pas le discours qu'ils entendent. Puis, vous avez parlé du rapport soutenir l'élaboration d'une première politique gouvernementale en disant, bon, nous, on y souscrit. Mais vous dites, on voit dans la traduction là, de ce que le gouvernement en a fait dans le projet de loi, il n'y a qu'un seul côté de l'équation qui est retenu. Là. Expliquez-nous en quoi est-ce que, finalement, on a une approche qui ne correspond pas à ce qu'on souhaiterait pour obtenir de vrais résultats. Là. Je vais donner une petite métaphore, encore une fois. On a une autre crise d'accès au Québec qui est la crise du logement en ce moment. On pourrait dire, à partir de l'été 2026, on va associer un logement à chaque Québécois et le problème est réglé. Tout le monde a un logement, mais si c'est un logement théorique, comme on veut créer des médecins théoriques, des médecins de papier qui ne vont pas vraiment pouvoir répondre aux demandes de leurs patients, bien, ça ne sert à rien de faire cette affiliation-là. Nous, ce qu'on craint, c'est que sans ressources supplémentaires, on a beau associer un médecin à un milieu de pratique, bien, si c'est le même nombre de professionnels, le même nombre de salles, le même nombre de ressources qui sont là, bien, ça va juste faire en sorte que les patients qui sont déjà là vont avoir moins d'accès, puis ceux qui vont venir dans le milieu, bien, ils ne vont pas avoir un accès idéal non plus. Sauf que dans ce cas-là, il faudrait identifier la performance des constructeurs ou des municipalités pour savoir qui est le coupable pour le manque de logement. Je pense que la première étape, ça serait d'arrêter de chercher un coupable, de travailler ensemble, de construire des infrastructures, bien là pour la crise du logement, mais pour nous, de construire quelque chose ensemble. On trouvera le coupable après. Non, mais c'est ça, trouver des solutions plutôt que des coupables. L'idée de la... comment vous avez appelé ça? La granulométrie des... La granulation. La granulation. En fait, c'est comme si, tu sais, pour simplifier, on disait, bien, il y a des malades, puis il y a des non-malades, puis ça réglerait le problème, on coche oui ou non. Actuellement, ces outils-là existent, et puis vous êtes familier avec ça, là, pour le code de vulnérabilité. Pourquoi on change ça, selon vous? Bon, mais c'est, comme on disait, il y a déjà des cas de vulnérabilité qui existent, donc qu'est-ce que ça apporte en plus? Je crois que le fait d'en discuter, on ouvre une boîte de Pandore, qu'on peut discuter de la vulnérabilité dans un contexte de rémunération, puis les codes qui sont présentement implémentés ne sont pas parfaits, puis ce serait le moment d'y aller de façon plus granulaire, puis pas trop granulaire comme on a vu avec Dr. Eppel ce matin, mais quand même pour qu'on ait une facturation qui représente vraiment l'état de santé du patient, puis qu'on ait plus que 4 mots, bien 4 pastilles pour représenter une situation complexe. Merci beaucoup de votre participation à nos travaux et surtout de votre contribution. Sur ce, je vais suspendre les travaux temporairement pour laisser place au prochain groupe. Merci beaucoup.